Quand De Gaulle prononce l'appel du 18 juin, il a 49 ans. Une partie de sa vie est déjà derrière lui. Et on ne peut pas comprendre qui était De Gaulle sans découvrir son enfance, sa jeunesse, son expérience de 14-18, la conviction qu'il avait dans l'entre-deux-guerres qu'elle allait jouer un rôle historique. Bref, comment devient-on De Gaulle ? Comment s'est-il préparé à son destin ? C'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir deux personnalités. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, auteur de nombreux ouvrages remarqués, notamment sur De Gaulle et la Ve République. Citons un des derniers en date, L'énigme Pompidou-De Gaulle chez Perrin en 2021. Et Xavier Pathier, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur vous aussi de nombreux romans et essais, salués par la critique. Le dernier en date étant Demain la France, tombeau de Mauriac, Michelet de Gaulle, aux éditions du Cerf en 2020. Ce qui frappe d'abord, c'est l'importance des parents de Gaulle, de sa famille, du milieu d'où il vient. Arnaud Tessier, pour le comprendre, il faut d'abord parler de cette famille qui est très patriote et catholique fervent. Les deux ont compté pour De Gaulle ? Oui, le patriotisme et le catholicisme et l'influence du catholicisme social très forte chez son père, qui était un professeur connu et remarqué pour la qualité de ses enseignements, dont De Gaulle sera d'ailleurs lui-même un moment l'élève, qui avait été fonctionnaire au départ, il avait même été fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Il a démissionné pour protester contre la politique anticléricale, je crois, des Républicains. Et c'était un professeur très estimé et un géographe, un très bon géographe. Et peut-être est-ce à lui qu'on doit le goût de Gaulle pour les cartes. Et quand vous voyez le bureau de Gaulle, rue de Solferino, qui est resté exactement dans l'état où il était, qu'il a occupé entre 46 et 58, vous verrez les cartes et l'importance de la représentation graphique du monde. C'est quelqu'un dont la culture était effectivement très catholique, assez monarchiste, tout en étant très respectueuse des institutions et de l'État. Alors justement, Xavier Pathier, en effet, le père de Gaulle se définissait comme un monarchiste de regret. Son fils, lui, est républicain de raison, peut-être plus que de cœur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors la première chose, c'est qu'effectivement, l'homme qui a peut-être le plus compté dans la vie du général de Gaulle pour sa première formation, c'est son père. C'est ce qui le rend très différent de Mauriac, par exemple, élevé par sa mère. Et son père, effectivement, se disait monarchiste de regret, ce que De Gaulle avait compris comme voulant dire on ne regrette la monarchie, mais pas au point de vouloir qu'elle revienne. Et deuxième chose, je crois que Henri de Gaulle, le père du général de Gaulle, qui était donc cet intellectuel très brillant et imprégné de la dignité de la France, était aussi la génération très profondément marquée par 1870. Il faut rappeler ça, c'est décisif. C'est une famille très intéressante parce qu'elle est très représentative. On en connaît de ces familles-là. L'argent ne compte pas beaucoup. On vit dans une espèce d'austérité. On croit beaucoup en Dieu et à la religion catholique. On croit en la France et on essaye de dépasser le clivage entre les républicains et les anticléricaux. On est catholique social et on est très heureux, en fait. De Gaulle dit à un moment, la plus belle phrase de toute la littérature française, c'est dans la Comtesse de Ségur. Oui, c'est très inattendu. Les vacances approchaient de leur fin, les enfants s'aimaient de plus en plus. Et donc, la formation initiale de Gaulle, c'est un espèce de bonheur familial avec une austérité qui cache finalement une espèce d'épanouissement intellectuel assez inouï. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce rapport compliqué avec la notion de bourgeoisie chez les De Gaulle ? Puisque De Gaulle, on lui prête cette formule « bourgeois, je ne l'ai jamais été ». Est-ce qu'il se considère comme membre de la bourgeoisie ? Oui, mais il a pris ses distances avec toute une représentation, toute une incarnation de la bourgeoisie au fil de l'histoire. Parce qu'il s'est senti toujours un petit peu, non pas en marge, mais un petit peu en éminence par rapport à un milieu social qu'il trouvait sans doute trop conservateur et qu'il a beaucoup frappé, notamment pendant l'entre-deux-guerres, dans toute sa formation et toute son émergence intellectuelle. Donc, il n'y a pas de rejet de la bourgeoisie, mais il y a effectivement presque on peut dire une forme de mépris pour l'argent, et puis cette idée qu'il faut quand même avoir un attachement irrépressible à la France. C'est vrai, il y a une idée du bonheur, mais il y a un terme que je trouve très beau qui est au début des Mémoires de guerre. Il dit
qu'avec ses frères et sœurs, ce qu'ils éprouvaient dans leur adolescence, c'était une fierté anxieuse à propos de la France. Oui, il y a cette formule. Voilà. Et cette anxiété, ils ne la trouvent peut-être pas suffisamment dans les valeurs de la bourgeoisie. Cette anxiété, c'est-à-dire fierté et anxiété, cette idée que la France, c'est un pays magnifique, le plus beau royaume sous le ciel, comme disait Onésime Reclus, mais que c'est un pays fragile et exposé à toutes sortes de menaces. Parce qu'en effet, il a quand même eu, tout au long de sa vie, des mots très durs sur la bourgeoisie. Oui, et réciproquement. Il a été très détesté par la bourgeoisie. En fait, ce qu'il détestait chez la bourgeoisie, c'était la hiérarchie des valeurs qui plaçait l'argent au-dessus du reste. Et son père, le choix des carrières de son père, qui avait été admissible à l'X, qui finalement n'y est pas allé, qui après avait été fonctionnaire à l'intérieur, qui est devenu enseignant, c'était un choix qui montrait que l'argent n'était pas le déterminant. Et De Gaulle fait partie de ces familles d'intellectuels impécunieux qui servent l'État sans rien demander en retour. Pas grand-chose. C'est une belle formule que vous Mais c'est avez un là. peu ça. Et les bourgeois, pourtant la famille Vendroux, c'était une famille de commerçants. Oui, Mais du biscuit, je crois, oui, Mademoiselle Vendroux, des biscuits. à Calais. Oui. Mais De Gaulle, il le dit assez souvent, à l'oral et à l'écrit, on a beaucoup de témoignages, était très agacé quand les gens parlaient d'argent. Je pense que chez les De Gaulle, comme dans beaucoup de familles de cette bourgeoisie qui n'était pas bourgeoise de cette génération-là, il était mal élevé de parler d'argent. Donc, oui, On en mais parle. ça c'est typiquement l'héritage catholique, quand même. Quand même, il y a un rapport un peu méfiant envers l'argent, non? Vous ne croyez pas, Arnaud Tessier? Oui, il y a une part, effectivement, une certaine culture catholique, traditionnelle, mais je crois que c'est vraiment son histoire personnelle qui va... Et puis, effectivement, comme le disait Xavier Pathier, la bourgeoisie ne va pas l'aimer. Parce que plus encore que lui, n'aimant pas la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui ne veut pas l'aimer. Et jusqu'à son dernier souffle, il faut lire dans les Mémoires d'espoir, après 68, après son départ du pouvoir, ce qu'il écrit de la bourgeoisie. Alors, une sévérité oui. inouïe. Revenons à sa jeunesse. Est-ce qu'on peut dire, que Xavier Pathier, que la famille de pensée d'où il vient, le jeune de Gaulle, avant 14, c'est le nationalisme? Est-ce que vous direz que c'est une famille de pensée? C'est beaucoup plus large que ça. C'est plus large que De ça? Gaulle, la famille de Gaulle, et De Gaulle lui-même, qui n'est pas exactement comme son père. Son père, il penche plutôt du côté monarchiste et Charles du côté républicain, mais malgré tout, c'est un monde complexe. De Gaulle, d'abord, est un lecteur de Barès, mais de Péguy. On va y revenir. Et donc, il est d'un nationalisme qui n'est pas le nationalisme de Déroulède, même s'il a beaucoup lu Déroulède. C'est un patriote. D'ailleurs, ça, c'est une des constantes. C'est-à-dire qu'il aime profondément la France. Il la sent, comme disait Arnaud Tessier, par nature fragile. C'est pas la France éternelle, c'est la France menacée, la France de De Gaulle. Mais il n'a pas l'intention de dominer ou d'écraser les voisins. Alors c'est quand même un peu paradoxal, parce que Déroulède, rappelons qui c'était. C'était quand même le chantre d'un nationalisme qui aujourd'hui paraît revanchard. Il était, si ma mémoire est bonne, il s'est opposé violemment à Clémenceau au moment de l'affaire de Panama. Il y a eu des menaces de duel entre eux. C'est quand même un peu étonnant de voir De Gaulle admirateur de Déroulède. Parce que Clémenceau, c'était l'argent. Le chécard, c'était ça qui lui reprochait, c'était pas le reste. Puis il y a une question de génération. De Gaulle est né en 1890, c'est ce qu'on appelait la génération d'Agathon, du nom d'une enquête qui a été faite par Alfred de Tard et Henri Massy. C'est le portrait d'une génération qui est celle qui va aller se battre en 14, ceux qui sont nés vers 1890, c'est celle de Genevoix, c'est celle de De Gaulle, et c'est une génération qui porte cette blessure que Péguy a très bien résumé quand il dit « nous sommes des vaincus, nous sommes un peuple de vaincus », mais pas pour se résigner à cet état. Mais c'est l'esprit, pas de revanche, mais l'esprit de Péguy qui est, il faut d'abord prendre quand même la revanche sur l'Allemagne, et puis c'est un combat de civilisation, la civilisation française contre une certaine forme de barbarie allemande, et je crois que c'est ça qui porte De Gaulle, c'est une forme de nationalisme et de patriotisme, mais très habité par l'idée que la France est une civilisation. Alors, justement, arrêtons-nous maintenant sur la formation de De Gaulle, sur ses lectures. Il lit énormément. Des classiques français, bien sûr, de Chateaubriand à Corneille, ça va de soi à l'époque. Des auteurs latins, Geneviève de Gaulle, la nièce de De Gaulle, bien connue, a raconté que ce sont des enfants à qui leur père faisait apprendre des chants entiers de l'Énéide de Virgile par cœur. Virgile étant ce grand poète latin. Je ne dis pas de bêtises, c'est le 1er siècle de notre ère, oui, c'est ça? C'est contemporain d'Horace Élysée aussi. Et ces enfants, à 10 ans, vers 1900, ou 15 ans, donc en 1905, leur père leur fait apprendre des centaines de vers latins qu'ils récitent le dimanche en famille. C'est quand même assez étonnant de voir ça aujourd'hui. Et alors, les grands maîtres, qu'en général on prête
à De Gaulle, c'est Barrès d'un côté, Péguy de l'autre. Arnaud Tessier, c'est vrai que Barrès a compté à ce point-là? Ah oui, Barrès, on a toutes sortes de preuves, si j'ose dire, de paroles, de propos de Gaulle, écrits et oraux, disant toute son admiration pour Barrès. Et les dernières pages des Mémoires de guerre, c'est la colline inspirée. Hein, c'est vraiment un texte barrésien. Et puis, ce qu'il admirait beaucoup dans Barrès, c'était le style, justement, l'auteur de la colline inspirée. Et ce qu'il admirait chez Barrès, et ce qui le distingue beaucoup de Maurras, c'est que Barrès, tout nationaliste qu'il fut, prenait l'histoire de France dans son entier. Pour Barrès, la Révolution française faisait partie du lot. Il admirait le comité de salut public, contrairement à l'Action française et à Maurras. Et Péguy, c'est la même chose. Ce sont des gens pour qui l'histoire de France est un tout. Et ça, c'est quelque chose qui habitera De Gaulle. L'histoire, on la prend avec ses hauts et ses bas morceaux, mais la France est un tout, on ne fait pas le tri. Et puis rappelons aussi, Xavier Paty, que Barrès, on l'appelait le prince de la jeunesse, quels que soient ses engagements politiques anti-Dreyfusard avant 14. Toute une génération a été fascinée par Barrès. De Aragon à Léon Blum, tout le monde lisait Barrès. Il y a une fascination de Barrès, le culte du moi. Tous les jeunes étaient imprégnés de Barrès. Mais comment expliquer cette fascination? Qu'est-ce qu'il avait? Par la langue. Et je pense que Barrès exprimait dans une langue admirable ce que tout le monde ressentait à ce moment-là. Cette génération-là, c'est l'homme d'une génération. Quand je reparle de Mauriac est rentré dans le monde des grands parce que Barrès lui a consacré un article. La rencontre avec Barrès. C'était la rencontre avec Barrès, on a fait un livre. Rencontre avec Barrès, ça donnait un livre de Mauriac. Et en même temps, De Gaulle, je pense, était plus que Barrès. Parce que Barrès, c'est le patriotisme de la terre qui ne ment pas. Alors, on ne disait pas encore ça à l'époque, mais on voit où ça va. Et De Gaulle, c'est Barrès complété, corrigé et amplifié par Péguy. Péguy, c'est pas la terre qui ment pas, c'est l'esprit qui ne trompe pas. Et je pense que Barrès aurait considéré que la France, en partant à Londres, n'était plus chez elle. Alors, précisément, rappelons en quelques mots, Arnaud Tessier, qui est Péguy pour les gens qui nous regardent et en quoi il a, oui, c'est difficile, mais vous lui avez consacré un livre. Qui est Péguy et en quoi le jeune De Gaulle a été sensible à ce Dreyfusard, pas comme les autres, puisqu'il a fini par se fâcher avec d'autres Dreyfusards. Péguy, c'est un fils de paysan qui a fait l'école normale supérieure grâce à tout le système de promotion sociale de l'école républicaine et qui s'est engagé à corps perdu, socialiste, proche un peu d'un certain anarchisme, s'est engagé à corps perdu dans la cause de Dreyfus, pour la cause de Dreyfus, et qui, vers la fin de sa vie, il est mort jeune dans les premiers jours de la Première Guerre mondiale, vers la fin de sa vie, tout en ne reniant rien de ses engagements, a vu accentuer son côté patriote et chrétien. Je pense ce qui séduit De Gaulle chez Péguy, c'est deux choses. La première, c'est le caractère, c'est l'homme qui dit qu'on ne se rend pas, on ne se rend jamais, on se bat pour les valeurs, pour les principes auxquels on est attaché. Ça, c'est l'homme qui ne se rend pas, Péguy. Et la deuxième chose, c'est l'auteur de L'Argent, dont on parlait tout à l'heure, ce texte magnifique de Péguy de 1913, qui annonce avec une sorte de prophétisme incroyable la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une société très matérialiste, ayant perdu tous ses repères spirituels. Et De Gaulle en sera imprégné jusqu'à la fin de sa vie. Alors, messieurs, faisons le point maintenant sur De Gaulle, écrivain. De Gaulle, on le sait souvent, mais parfois on l'oublie, il n'a pas attendu 1940 pour écrire. Il a écrit tout au long de sa vie et dans l'entre-deux-guerres, il a écrit 4 livres. Le premier, c'est La discorde chez l'ennemi en 1924. Le fil de l'épée, c'est 1932. Vers l'armée de métier, 1934. Et La France et son armée en 1938. Si vous le voulez bien, on va en dire un mot tour à tour. Xavier Paty, La discorde chez l'ennemi, il est tout jeune. Pour un auteur, je veux dire, oui. Il a 34 ans. Il est tout jeune, il a déjà écrit, il a même déjà publié. Oui. Dans son enfance, quasiment. Charles de Lugal, etc. Donc c'est un écrivain, c'est-à-dire qu'il est né écrivain, il a besoin de noircir du papier, c'est viscéral. Et c'est pour ça que chez Péguy aussi, il partage ça, Barrès aussi. C'est un écrivain. C'est un écrivain qui rêve d'agir. Mais c'est un écrivain... Il veut être reconnu comme écrivain aussi. Il l'est. C'est même pas une question d'être reconnu. Il porte ça en lui autant que l'ambition pour le pays. Et
D'ailleurs, la discorde chez l'ennemi, ça n'est que la transcription de conférences qu'il a faites. Même en captivité en Allemagne, il a commencé à réfléchir. Parce que, en captivité, parce que précisons qu'en 1916, il se bat comme jeune officier, et en 1916, il s'évanouit à Verdun, il est fait prisonnier, donc les 2 dernières années de la guerre, 2 et demi même, 2 années et demie, il est en forteresse en Allemagne. Voilà, il change de forteresse parce qu'il s'évade souvent, il est repris à chaque fois, et entre 2 plans d'évasion, il lit et il écrit. Et il écrit des conférences. Et en fait, la France et son armée, qu'on dirait traduit du latin quasiment, le style de Gaulle est là, c'est-à-dire c'est hyper classique, c'est romain. C'est romain dans la structure de la phrase, c'est romain dans la pensée, c'est romain dans l'idéal. Mais ça parle de quoi, la discorde chez l'ennemi? Ah, c'est très intéressant, ça renverse des idées reçues. Il parle d'abord de 1870. Il dit on croyait que les Allemands étaient une belle mécanique dont le point faible, c'était le respect de la procédure, et les Français, c'était un grand enthousiasme dont le point faible, c'était l'improvisation. Il dit c'est le contraire. Les Allemands ont improvisé, et Bazaine attendait des ordres, il était dogmatique. Il dit la première chose, la discorde chez l'ennemi, c'est qu'il faut libérer l'initiative du commandement militaire. Et la deuxième chose... Pardonnez-moi de vous couper, disons que c'est une étude, une réflexion sur la Première Guerre mondiale, oui, et une étude sur les grands moments où cette guerre a basculé. Voilà. Pourquoi les Allemands ont perdu? Pourquoi les Allemands ont perdu? Parce que les militaires se sont mis à faire de la politique. Et parce que l'empirisme a régressé. Et déjà, il est un peu à l'étroit dans son uniforme, il pense déjà à politique. À ce moment-là, à 32 ans. Et alors, le fil de l'épée, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé certaines formules un peu abruptes et peut-être un peu inquiétantes, même en disant que finalement, c'est pas la morale chrétienne qui allait influencer son action politique. Enfin, c'est une espèce d'injonction à soi-même, on a l'impression, en disant voilà l'homme d'État tel que je veux l'être. Et il décrit un homme qui peut être manipulateur, machiavélique. Il décrit l'homme de caractère. C'est-à-dire le chef, c'est un caractère qui allie, on n'a pas parlé d'une influence intellectuelle qui était grande sur lui, c'est celle d'Henri Bergson, qui allie, en fait, pour lui, l'intelligence doit être alliée à l'intuition et à l'instinct. Et le chef, c'est celui qui mélange l'instinct, l'intuition et l'intelligence. Et c'est l'homme qui sait, à un moment donné, prendre les décisions qui s'imposent. Donc, effectivement, il y a la mise en évidence d'un sens aigu de l'autorité, de même qu'on trouve dans les écrits de De Gaulle dans l'entre-deux-guerres un éloge de la guerre. Il ne faut pas voir De Gaulle comme un personnage. La guerre, je ne dirais pas qu'il l'aime, mais il considère que c'est une nécessité dans la vie des peuples, parce que c'est ce qui permet, à intervalles réguliers, à une société, une civilisation de survivre. Donc, oui, c'est très dur à entendre dans les années 30, ça. Oui, mais justement, et c'est là qu'il est atterré de voir qu'alors qu'Hitler va exposer ses idées dans Mein Kampf, personne ne veut croire ce qui se prépare, et ça va être son angoisse existentielle de l'entre-deux-guerres. D'où vers l'armée de métier. Alors, je me fais l'avocat du diable. Dans la polémique qui entoure vers l'armée de métier, certains disent, oui, il a été très lucide, il n'était pas le seul, et il ne prétendait pas être le seul à décrire le rôle des chars dans la guerre de demain, mais ce qu'il n'aurait pas vu, disent certains, c'est le rôle des avions et l'action combinée des chars et avions. On dit que dans la première version de Vers l'armée de métier en 1934, il parle très peu des avions et que c'est après coup qu'il aurait un peu remis ça, qu'il aurait un peu rectifié. Il en parle un peu quand même, mais c'est vrai que c'est un homme de l'infanterie qui est arrivé de devenir cuirassier, qui est devenu cuirassier, qui était d'ailleurs un petit-neveu de cuirassier. Donc pour lui, le char cuirassé, c'est quand même son univers. Et ce qu'il décrit dans l'armée de métier, c'est-à-dire l'idée d'avoir une force de dissuasion, parce que c'est ça qu'il veut avoir, de 100 000 hommes disposant de chars lourds, capables de se concentrer rapidement sur un point du terrain, c'est ça le cœur du sujet. En fait, vers l'armée de métier, il explique quelles sont les conditions qui permettront d'éviter l'invasion par l'Allemagne. Et c'est très intéressant parce que Pétain réagit à ce livre dont il lui a fait l'hommage et il dit, en fait non, Pétain dit c'est pas possible parce que ça marcherait, mais si ça marcherait s'il n'y avait pas le même dispositif en face. Effectivement, ça a marché parce que les Allemands n'ont pas eu le même dispositif en face. Et ce que décrit Mauriac ce que décrit De Gaulle dans Vers l'armée de métier, c'est très également le scénario de Guderian, si on regarde. Oui. C'est très prémonitoire. Et alors, le dernier livre, un mot, il est moins central peut-être, la France et son armée, mais il a une histoire un peu étrange, puisque d'abord, à ce moment-là, De Gaulle est la plume du maréchal Pétain,
Et Pétain veut entrer à l'Académie française et lui demande d'écrire un livre. Et puis, finalement, de Gaulle s'exécute. Puis après, Pétain semble s'être désintéressé, je crois, du manuscrit. Oui, puis De Gaulle, surtout, s'est véritablement approprié son texte. Il considère qu'il est un écrivain. D'ailleurs, ce dernier livre sera publié chez Plon, alors que Berger-Levrault, l'éditeur des livres précédents, était plutôt un éditeur militaire. Là, il est publié chez un grand éditeur. Il se considère Rien n'est comme au un hasard. écrivain. Le choix de l'éditeur compte. Et vous parliez de Gaulle écrivain. Il y a quelque chose qui m'a frappé, qui montre que De Gaulle se sent écrivain. Il cite rarement ses sources ou ses influences. C'est vrai. Comme le font les écrivains. Les écrivains n'aiment pas citer leur maître. Ils le disent dans des conversations, dans des lettres, comme il le fait. Et c'est là, je trouve, qu'on voit la marque de Gaulle dans ses livres, y compris dans le dernier, d'avant-guerre. Il cite, bien sûr, des figures, mais finalement, il n'aime pas trop citer les influences parce qu'il est un écrivain, il est un penseur militaire et un penseur politique, déjà, qui a déjà... C'est ce qui c'est, une pensée du politique et du gouvernement civil et militaire d'un pays. Alors parlons un peu de la vie privée de Gaulle. Tout le monde connaît son épouse, Yvonne de Gaulle. Ils se sont mariés en 1921. Alors les Français ont surtout l'image de celle qu'on appellera bien plus tard Tante Yvonne. Mais Yvonne de Gaulle, dans les années 20, elle est très jeune. Elle a un rôle central dans la vie de Gaulle. Qu'est-ce qu'elle lui apporte finalement ? Eh bien, elle lui apporte ce que lui-même en a dit. C'est-à-dire, elle a dit... elle, sans qui rien n'aurait pu être fait. En fait, c'est un très bel hommage. Très bel hommage. C'est un couple assez exemplaire, mariage arrangé, une permission, bon, la tasse de thé se renverse ou pas, bon, mais ça devient un couple très exemplaire parce que le général de Gaulle, par exemple, à un moment, il dit un truc très intéressant. C'est un auteur, donc susceptibilité d'auteur, il cite pas ses sources, il est extrêmement jaloux de ce qu'il écrit. Si on lui corrige un adjectif, c'était la fin du monde. Eh bien, il explique. Il passe ce texte au Gaulois devant sa femme. Il dit, lorsqu'elle a compris, c'est que c'est bon. Il dit ça au Liban. Et à une question d'amis, il dit, en fait, son critère, c'est sa femme. Ensuite, ils ont fondé une famille. Donc, c'est une famille, c'est des enfants, c'est une maison, etc. Mais Yvonne de Gaulle, c'est, comment dirais-je, c'est la partie logistique de l'esprit supérieur qu'est de Gaulle. Vendroux, des biscuits, c'est le pragmatisme du commerce. C'est pas le culte de l'argent, mais c'est le culte de le soin donné aux salariés, etc. Et De Gaulle, lui, peut se permettre de rêver librement et d'inventer et d'avoir une très grande vie parce que derrière, précisément, il y a une intendance. Et cette tendance, c'est Tante Yvonne. Alors, le couple a 3 enfants et on le sait, le 3e enfant, Anne de Gaulle, est handicapée, est atteinte de trisomie 21. Arnaud Tessier, on sait qu'ils n'ont jamais voulu confier cette Anne de Gaulle à une institution, ils s'en sont occupés eux-mêmes. Plus tard, après la mort d'Anne de Gaulle, sera fondée la fondation Anne de Gaulle, dont Pompidou, d'ailleurs, sera un des premiers responsables sous la 4e République. Qu'est-ce que ça représentait, Anne de Gaulle, pour De Gaulle ? Quelque chose de considérable. On sait aujourd'hui, parce qu'il n'en parlait jamais, et on n'en parlait jamais à l'époque. De Gaulle, l'amiral de Gaulle l'a très bien expliqué, Philippe de Gaulle. De Gaulle considérait que on ne devait pas exposer cela, non pas qu'il en eût honte, mais simplement parce qu'il considérait que c'était le domaine de l'intimité, de la vie personnelle, et il voulait protéger sa fille d'un monde qui pouvait se révéler agressif, et puis considérait que ça ne concernait pas l'extérieur. D'où d'ailleurs, en partie, le choix de Colombey et de la Boisserie pour mettre sa fille un peu à l'abri d'un monde cruel. Et on sait que De Gaulle, qui était, comme vous vous en doutez, un homme extraordinairement occupé pendant toute l'existence de sa fille, se ménageait toujours des moments pour être seul avec elle, et pour s'occuper d'elle, il y attachait énormément d'importance, il avait une immense affection pour sa fille, et c'est très étrange, je pense que c'est... Je ne sais pas, ça renvoie. Alors d'abord, ça montre que De Gaulle est un homme très humain, un père, ce qui, après tout, paraît assez normal. Mais je pense que c'était son côté aussi chrétien, cette idée qu'il y a dans l'imperfection humaine une certaine forme de beauté qu'il voyait à travers sa fille et qu'il a très bien exprimée. Je crois que la phrase est dans le film, sur sa tombe, en disant « maintenant, elle est comme les autres », sa femme. Donc je crois que ça montre l'humanité de Gaulle, qui est un sujet en soi, qui mériterait d'être traité de manière plus profonde. Xavier Paty, vous seriez d'accord avec cette analyse ? Complètement. Alors on découvre petit à petit qu'effectivement Anne de Gaulle a joué un rôle central. Ce qui est important, c'est que d'abord ça a probablement rapproché le couple. Cette épreuve totalement imprévue
leur est tombée dessus. Et le choix, ça a été fait de ne jamais la confier à un établissement. C'est pour ça qu'elle est allée à Londres, elle est allée au Liban, enfin. Eh oui, c'est quand même Elle est allée étonnant. en Allemagne. Elle a suivi partout. Colombey est un choix qui est aussi lié à ça. Hum. Et comment dirais-je, c'était l'espèce d'écharde dans la chair qui a permis à De Gaulle de rester un homme comme les autres au pire moment. Parce qu'à ce côté, effectivement, impitoyable du très grand chef, mais il y a cette faille qui est sa fille, qui l'a très certainement enrichi. On le trouve d'ailleurs dans la manière dont il écrit. Merci, messieurs. Beaucoup de questions passionnantes autour de la jeunesse et de la formation de De Gaulle. C'est cet homme qui s'est préparé pendant 40 ans à un destin national. Nul doute que beaucoup, dans l'entre-deux-guerres, le regardaient avec un petit sourire moqueur en pensant que cet homme qui s'estimait appelé à un grand destin, eh bien, rêvait. Et finalement, ce grand destin, il a été le sien à partir du 18 juin 1940. Merci Arnaud Tessier. Merci Xavier Patier, j'ai été ravi de vous recevoir. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.